Bonjour tout le monde, ici Yannick Yao. Bienvenue à nouveau pour ce nouvel épisode de l'expérience Yannick Yao. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un jeune homme qui a un réseau large comme ça. C'est mon homonyme, Enduminier. Je suis avec Yann Cédric. Comment ça va, Yann? Ça va très bien. Bonjour Yannick. Ça va? La tradition, je vais te demander de te présenter à notre audience. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais et on enchaîne par la suite. C'est bon. Yann Cédric, président fondateur de Young Job Network, ivoirien, 30 ans, et entrepreneur. Donc j'accompagne à travers plutôt mon entreprise personnelle, j'accompagne les top managers dans toute leur évolution de carrière, la construction de leur carrière, la mise en relation et d'affaires. Et à côté de ça, je suis président d'une association qui s'appelle Young Job Network, qui est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Nous sommes présents dans 9 pays du monde, sur tous les continents sauf l'Océanie. Et nous accompagnons efficacement l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et le renforcement de leurs capacités. Vous avez vu comment les Yann ils font? Les Yannick, on bosse. Donc, moi, ce qui m'a interloqué, c'est Young Job Network. Yeah. Tu as 30 ans. Ça fait combien de temps que tu as lancé Young Job Network? 3 ans. Ça fait 3 ans. Ouais, j'avais 27 ans. 27 ans. Tu l'as lancé tout seul? Ouais, je l'ai lancé tout seul. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le déclic? Comme j'aime bien le dire, Young Job Network, c'est l'histoire de ma vie, au fait. Okay. J'ai fini l'université très tôt. J'ai commencé à travailler pendant que j'étais encore à l'université, chose qui n'est pas très courante en Afrique. Tu as suivi quel cursus? Ouais, j'ai fait un master en droit. D'accord. Justement, donc, lorsque j'étais en master 1, j'ai été dans une entreprise de shipping. Comme poste, j'occupais le poste d'assistant RH et logistique. D'accord. Et je connaissais rien de tout ce qui était RH, rien de tout ce qui était logistique, parce que je suivais évidemment un parcours en droit. Donc j'ai appris à connaître ce que c'était que les RH et tout. Et après, j'ai démissionné pour pouvoir faire mon master 2. D'accord. J'ai démissionné pour faire mon master 2, et une fois que mon master 2 est fini, immédiatement je suis rentré aux Nations Unies, donc au ACR. Attends, juste avant, c'était ta première expérience dans l'entreprise de shipping ou pas? Oui, ma première expérience. Ta expérience professionnelle? Ma toute première expérience Ça professionnelle. a duré combien de temps? J'ai fait 7 ou 8 mois, et j'ai démissionné parce que j'avais des examens à passer. Il fallait que je me reconcentre et tout cela pour faire tout ça. D'accord. Contre la volonté de mon boss qui voulait que je reste, qui voulait que j'essaie d'alterner les deux. Mais bon, C'était quoi tes missions là-bas? Alors déjà, je devais être la croix de transmission entre l'administration et le personnel. Donc, d'accord. Voilà, donc je devais être l'oreille des employés. Okay. Et dire le sollicitation, le plainte au top management. D'accord. Et voir dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait booster ensemble, trouver des mécanismes pour booster ensemble la productivité de l'entreprise. Et à côté de ça, j'étais sur tout ce qui était volet de contrôle de permanence. Est-ce que les gens y viennent, est-ce qu'ils ne viennent pas, de quoi est-ce qu'ils ont besoin, dans l'effectivité de leur travail, tout cela. Voilà. C'était ici à Abidjan? C'était ici à Abidjan. Attends. Comment tu as fait pour rentrer là-bas? Est-ce qu'il y a eu du piston ou pas? Parce que c'était un job ou c'était un stage, pardon? Alors justement, comment j'ai fait pour rentrer là? Ça m'est tombé un peu dessus. C'est une amie qui m'a envoyé un message un jour, qui me disait alors Yann, alors cette amie qui est devenue aujourd'hui mon épouse. Yes. C'est ça. Qui m'a envoyé un message qui me dit Yann, il y a une entreprise qui recrute et tout cela. Est-ce que ça te dirait de faire quelque chose? Je dis ok, il y a pas de souci. Donc j'essaie. J'arrive et toutes ces personnes qui étaient justement là avaient une expérience professionnelle. Et donc, je me rappelle comme c'était hier de l'entretien que j'ai eu avec le directeur général. Il m'a posé un tas de questions et à la fin, il m'a demandé « Tu es jeune, tu n'as pas encore fini l'école et tu penses que tu peux faire le travail ?» Je lui ai dit « Il y a 2 réponses. Vous saurez si je peux faire le travail si vous me gardez et vous ne saurez jamais si je pouvais faire le travail si vous ne me gardez pas. Donc, c'est à vous de savoir, c'est à vous de voir. » Et il a dit « Écoutez, on te garde. C'était un poste, c'était un CDD. » Donc, ils m'ont pris en CDD et on a fait le job. Et je pense que j'ai atteint mes missions. Quand je lui ai dit je partais, il a dit non, je ne veux pas que tu partes, je veux que tu restes.
D'accord. Ok, d'accord, ok. Je demande ça parce que, vu la description du poste que tu indiques, et le fait que tu sois étudiant à l'époque, et que c'était ta première expérience, je me dis, il a des actions qui sont assez fortes, parce qu'effectivement, d'arriver à prendre en tout cas ce que le personnel souhaite pour pouvoir faire avancer la boîte au mieux, le transmettre au top manager qui, eux, vont effectivement actionner cela. C'était pas forcément enfin, j'espère que ce n'était pas juste uniquement un poste, comment on peut appeler ça, j'allais dire épouvantail, c'est pas le mot, mais juste un fake post du style, on crée ça va calmer les gars qui vont nous parler, mais dans tous les cas, on va pas faire bouger les lignes. Est-ce que ça faisait bouger les lignes? Alors, je pense pas que c'était un fake post. D'accord. Je vais essayer un peu de donner la configuration de l'entreprise dans laquelle j'étais. Yes. D'abord, j'arrivais dans une entreprise qui était plutôt spécialisée dans la vente et la viabilisation de terrain. D'accord. Et qui, lorsque je suis arrivé, a créé un autre démembrement, donc un autre service, une autre entreprise qui, elle, s'occupait du shipping. C'était une nouvelle entreprise qui était sous le couvert de la première. Donc, on était maintenant dans un groupe. Et donc, j'arrivais là. Et moi, quand je dis que je devais rendre compte au top management, mais franchement, j'avais un manager. Et mon manager, c'était la DAF. Voilà. D'accord. Avec la DAF que je dois. Et je n'étais pas dans la même situation géographique que ma DAF. Ok. Tu étais où? Elle se trouvait où? Alors, justement, on était dans deux communes différentes. En fait, dans deux quartiers différents. Dans la même commune, mais dans deux quartiers différents. Tout se passait à Cocody, mais dans deux quartiers différents. Elle était plutôt à Cocody, on a deux plateaux. Et moi, j'étais plutôt à Bonomé. Ok, ça marche. Pas trop loin d'ici, d'ailleurs. Donc, du coup, j'arrivais, mais au début, j'étais plutôt dans les pas de mon boss, on va dire, de mon responsable direct. Et il fallait que je prenne moi-même mes propres responsabilités, puisqu'on n'était pas ensemble tout le temps. Il fallait que je grandisse. Donc, franchement, c'est une expérience qui m'a beaucoup fait grandir, qui m'a mis face à moi-même mes propres responsabilités, qui m'a permis de comprendre exactement là où est-ce que j'étais. Mais franchement, j'ai été coaché par pas mal de personnes qui m'accompagnaient, qui n'étaient pas forcément dans l'entreprise à qui je demandais conseil tout le temps. Comprendre exactement l'ambiance, comment est-ce qu'on gère des humains, parce que c'est pas chose facile. Et surtout quand tu es le Benjamin c'est ce que c'était ma prochaine question. Comment ça se passait puisque tu étais jeune, finalement, avec le personnel potentiellement qui est un peu plus âgé que toi, et il te voyait arriver, c'est qui ce petit-là, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner, qu'est-ce qu'il veut prendre. Mais bon, je te pose la question, mais en même temps, je réfléchis, je me dis, ben non, tu étais là pour eux, finalement, donc ils devaient être contents. Alors, justement, il faut comprendre la sociologie de l'environnement dans lequel tu es. Si tu arrives comme une personne qui donne des ordres, forcément, tu vas te buter à des personnes beaucoup plus expérimentées que toi qui pourront te faire avaler des couleuvres. Tu étais considéré comme leur supérieur hiérarchique ou pas? J'étais considéré comme le supérieur hiérarchique, mais ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que ce sont tes amis ou ce ne sont pas tes amis? C'est ça, en fait, le message que tu veux faire passer. Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu es avec eux? Supérieur hiérarchique, c'est un titre. Mais la personne avec qui on vit au quotidien, c'est ce qu'on voit, en fait. Donc, est-ce que c'est mon ami? Pourquoi est-ce qu'il est là? Et qu'est-ce qu'il m'apporte dans mon quotidien? Est-ce que quand je viens au travail, est-ce qu'il me facilite la tâche? Est-ce que quand je viens au travail, est-ce que cette personne-là, bien plus petite que moi, en termes d'âge, mais est-ce que cette personne contribue à ma productivité? Est-ce que cette personne contribue à ce que je sois bien là où est-ce que je suis? C'était le cas. C'est vraiment ça. Donc, tu n'arrives pas en disant, bah, écoutez, tu fais ça, mais tu arrives plutôt en essayant de comprendre ce qu'il est en train de faire. C'est pas le modèle qui est ici? Alors, pas forcément. Pas forcément. Plusieurs personnes arrivent, vous disent, je suis le patron, je donne des ordres, on fait ça. Et on n'est pas dans une équipe. L'équipe, c'est... Il y a deux manières de s'imposer. Tu t'imposes soit par la force, et tu n'arrives jamais loin, ou tu t'imposes par le travail. Et moi, j'entends par le travail par coopérer avec les personnes qui sont en face. C'est cela. Et faire comprendre à ces personnes-là que être directeur, être chef, être manager, c'est un poste, c'est un titre. Mais à part cela, il y a rien juste. Nous sommes deux humains qui sont là et qui jouons dans la même équipe. Si nous collaborons bien, si nous avançons bien, nous voyons bien, nous définissons les objectifs communs, on va marquer le but face à l'équipe adverse. Et donc, comment est-ce qu'on marque ce but-là? Voilà, je suis le capitaine de l'équipe, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, mais je transpire comme toi sur le terrain. Donc, c'est à nous de se mettre ensemble et
de mettre nos égos juste de côté et d'avancer. Donc, c'est vraiment ça le plus important. Une fois qu'on a trouvé une petite solution à cela et se dire, OK, on met cet égo-là de côté et on essaie d'avancer ensemble. Son âge, c'est un chiffre, c'est pas ça le plus important. Est-ce qu'ensemble, on arrive à évoluer? Est-ce qu'ensemble, on arrive à développer des projets? Ensemble, on arrive à brainstormer et être productif? Oui, OK, on y go. Je suis d'accord à 2000% avec toi. Et je dirais que dans la théorie, c'est bon. Après, dans la pratique, ça devient éventuellement autre chose. Moi, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que dans la pratique, finalement, ça se traduisait par ce que tu viens de définir, théoriquement parlant? J'aime bien en fait l'axe qu'on est en train d'emprunter. Dans la pratique, chose pas facile. Chose pas facile parce que j'ai entendu des gens qui m'ont dit mon petit frère a le même âge que toi. Des gens qui venaient peut-être en retard et à qui je demandais des explications, qui me disaient tu n'as pas le droit de me poser ce genre de questions. Il faut changer la technique en fait. Moi j'ai appris que pour mieux diriger, il faut mettre la personne proche de toi. Pour mieux, voilà. C'est plus facile de dire à son ami ce que tu fais n'est pas bon que dire à une personne qui ne se sent pas ton ami ce que tu fais n'est pas bon. La personne prend ça différemment. C'est pour cela que moi, dans le management, je suis pour l'approche où l'on se sent dans une équipe, où l'on se sent impliqué, où il y a une forte dose d'empathie dans tout ce qu'on est en train de faire. Je comprends exactement ce que tu es en train de faire. Et je me mets à ta place. Par contre, je te pose la question de savoir, est-ce que toi, dans ton entreprise, ça te plairait de faire ça et qu'on te fasse ça? Mais je n'ai pas l'impression, je t'assure, je suis à 2000%, je te suis à 2000% sur ça. C'est juste que j'ai pas l'impression que, je parle ici, parce qu'effectivement, c'est mon nouvel environnement. J'ai pas l'impression que ça se traduit comme ça. Avec toutes les bonnes volontés, j'ai pas l'impression qu'une grande majorité pense cela. À la limite, ils s'en foutent parce qu'ils se disent que c'est pas mon entreprise et tout. Et éventuellement, s'ils prennent conscience de cela, bon, c'est pas forcément à fond. Alors, il y a un conseil que j'applique depuis justement cette époque-là. Il y a quelqu'un qui me disait, quand tu sais que tu ne peux pas faire quelque chose toi-même, allie-toi à quelqu'un que l'on respecte dans la boîte, qui pourra lui avoir cet impact positif sur cette personne-là. D'accord? Et donc, justement, je me suis allié à quelqu'un qui a cet impact-là. Donc, en fait, moi, je dis ce que je pense, je donne les directives, et cette personne-là passe le message. Et donc, puisque cette personne est beaucoup plus, on va dire, respectée, vu son âge, par exemple, dans la situation dans laquelle on était, c'était une personne qui était beaucoup plus âgée, qui faisait partie des anciens, et donc tout le monde respectait, et qui était aussi proche d'un certain nombre de personnes. Donc, les messages passaient beaucoup plus facilement. Donc, la première chose que j'ai faite, c'était de m'allier à cette personne-là, de faire en sorte que cette personne-là soit mon mentor dans l'entreprise. Donc, si elle se sent comme mon mentor dans l'entreprise, elle me protège, mais elle fait passer aussi mes messages. Voilà. Donc, c'est parce que mes messages ne sont plus mes messages, mais sont plutôt mes messages inspirés par lui. Et donc, c'est lui derrière au fait que les gens respectent. En fait, lui, il prend tout l'honneur. Et donc, pour grandir dans l'entreprise à un certain niveau, l'honneur ne te revient pas, même si c'est toi qui met les plus bonnes initiatives sur la table. Il faut accepter que cet honneur-là revienne à quelqu'un d'autre jusqu'à ce que tu puisses avoir des racines d'entreprise et t'imposer naturellement. Mesdames et messieurs, ce que ce monsieur vient de dire est très important. C'est ce qu'on appelle le véritable pouvoir. Quand tu arrives à faire, j'allais dire croire, mais c'est pas péjoratif quand j'y crois. Quand tu arrives à faire en sorte que la personne, enfin, à faire passer tes idées par une autre personne en lui faisant croire que ça vient d'elle, c'est un véritable pouvoir de faire ça. Et à 27 ans, tu as réussi à faire ça pendant ce laps de temps où tu étais en CDD. Ok. Est-ce que tu imaginais le monde de l'entreprise de cette manière-là, puisque c'est ta première expérience? Je ne savais pas ce que c'était que l'entreprise. Pour moi, l'entreprise, c'était une salle de classe avec ses copains. Et à 2 mois, tu te rends compte que non, tu n'y es pas. Et tu as besoin de coopérer. Tu as besoin de rentrer dans la stratégie. Tu as besoin de comprendre exactement qu'est-ce que la personne en face de toi pense de toi. Et comment est-ce que cette personne-là, tu pourrais la mettre dans ta poche. Ce n'est pas péjoratif de le dire, mais il y a quelque chose qui est très important.
c'est de savoir donner à la personne qui est en face de toi pour qu'ensuite elle puisse être redevable. Et savoir donner, c'est pas l'argent. Savoir donner, ça part déjà du respect, de la considération. Et toute personne a un point commun. Ils aiment qu'on les considère. Et quand on les considère, on leur donne du respect, on leur dit, c'est toi, c'est grâce à toi que je suis devenu comme ça. Même si c'est pas forcément grâce à lui que tu es devenu comme ça, mais que tu lui, c'est grâce à toi. Ça lui donne on va dire, il a de la considération. Et cette personne-là a presque l'obligation morale de t'aider dans tout ce que tu fais. A presque cette obligation morale de t'aider dans tout ce que tu fais, de te protéger. Et il y a un autre secret aussi que je partage. Dans l'entreprise, j'ai pu faire passer pas mal de choses, mais j'ai pu éviter aussi beaucoup de conflits parce que mes plus grands camarades étaient les secrétaires des directeurs. Oh, explique-nous ça, développe. J'espère qu'il n'y a pas eu des trucs bizarres. Ouais, étaient les secrétaires des directeurs. En fait, dernièrement, on a eu un webinaire avec quelqu'un que j'affectionne beaucoup. Tu peux donner les noms, il n'y a aucun souci. Patrick Gravon. D'accord. Quelqu'un que j'affectionne beaucoup, qui m'épaule dans tout ce que je fais depuis la création de Young Job Network, qui l'a révélé. Mais au début, je le savais sans forcément avoir un nom sur ça. Il disait dans son webinaire que lorsque tu rentres dans une entreprise, il faut te constituer une meute, un groupe avec lequel tu marches. Et ce groupe-là va être des alertes pour toi. Ce groupe-là va te protéger. Ce groupe-là va te dire exactement qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il n'y a pas de bon. Depuis très petit, à la maison comme dehors, mes amis les personnes avec qui je discute le plus sont soit les domestiques ou les personnes de ménage voilà. Pour moi, ce sont les personnes les plus importantes dans une maison. La domestique, si elle veut te tuer, c'est en 2 minutes. Franchement. La personne qui cuisine pour toi. Ouais, si elle veut te tuer, c'est vraiment en 2 minutes. Le gardien, s'il veut te faire braquer la maison, c'est en 2 secondes. Ça passe calmement et tout cela. On n'a pas forcément conscience de cela. On pense que ce sont des personnes inutiles ou des personnes qui n'ont pas de valeur ou des personnes qui n'ont pas de leur place dans la société. Mais c'est grâce à ces personnes-là qu'on tient. Et depuis tout petit, ça, je l'ai su tout de suite. Et c'est avec ces personnes-là que mes plus grands camarades chez moi à la maison, ça a été les domestiques, ça a été tout ça. Et donc, ces personnes-là sont à même de savoir toutes les informations du quartier. On dit très souvent, si tu vas apprendre quelque chose dans une entreprise, va demander au vigile. Il voit tout le monde sortir, il voit tout le monde rentrer. Il entend tout le monde. Si tu vas avoir des topos sur ton patron, demande à son chauffeur. Il entend tout, il sait tout, mais il sait se taire. Dans l'entreprise, va voir avec la secrétaire. Et c'est tout, mais il se tait. D'accord. Si la secrétaire devient ton camarade, ton ami, elle est dans ta meute, chaque décision que le directeur prendra contre toi, elle va t'avertir avant, parce qu'elle est dans ta meute. Et toi, par rapport à cela, tu pourras mieux te préparer. Les réponses pourront mieux passer. Elle pourra te dire, voilà ce que telle personne a dit au directeur aujourd'hui. Voilà comment est-ce que tu peux te défendre. Ne viens pas le voir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, voilà ce qu'il a eu comme problème. Donc, si tu viens le voir, ça ne va pas passer. Par contre, viens dans telle période parce qu'il sera beaucoup plus cool. Et il y a des informations que tu ne pourras jamais avoir toi seul. Et il y a des informations que le directeur de département ne pourra jamais te donner, mais que ceux qu'on appelle les petits gens dans les entreprises peuvent te donner et qui vont s'avérer très, très capitales. Et donc ça, c'est vraiment une leçon de vie que moi j'ai appris. Il faut avoir ces personnes avec toi. Tu as lu beaucoup de livres? Je vais décevoir beaucoup de personnes, je lis pratiquement plus. Plus? Ouais. Mais avant? Ouais, avant je lisais beaucoup de livres politiques, beaucoup de livres de stratégie, parce que je suis attiré par tout ce qui est stratégie managériale, comment convaincre des personnes en face, comment travailler avec des personnes, comment voilà, c'est vraiment ce genre de. Quels 2-3 livres que tu as lus? Oula, je sais plus trop. C'est quoi comme titre que je vais donner? Je sais plus trop. La pratique, c'est clair que la pratique est plus intéressante que la théorie que tu lis dans le livre. C'est vrai. Je dis pas le contraire. Mais t'as pas un livre qui t'a retenu. Moi, quand tu me parles, je pense immédiatement à l'art de la guerre, ce genre de choses. Non, j'ai pas lu l'art de la guerre. Ok. Non, j'ai pas lu l'art de la guerre.
J'ai regardé beaucoup de films quand même. Mhm. En fait, et beaucoup de films, beaucoup de documentaires. Les films, aujourd'hui, moi, je les regarde plus pour les regarder. Je regarde plutôt les films pour apprendre un certain nombre de choses. Ouais. Là, je viens de dévorer, par exemple, une série. Savava, c'est ça, hein? Designated Savava. Ok. Le président désigné D'accord. aux États-Unis. Et en fait, pour remettre un peu de contexte, c'est une personne qui est choisie par l'exécutif américain Mhm. pour ne pas être présent lors des grands rassemblements d'État. Donc D'accord. là où est-ce que le président de la République et tout ça se réunissent. Et donc lors du discours de la nation, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, il y a le Capitole qui a explosé. D'accord. Et le président, le vice-président et tous les membres du gouvernement, toutes ces personnes, les gouverneurs, ils sont tous morts. D'accord. Et cette personne-là était protégée parce que c'est lui le survivant désigné. D'accord? Et donc, il arrive comme président de la République sans savoir exactement c'est quoi le poste, sans avoir déjà été élu une seule fois. Mhm. Donc, c'est un professeur qui arrive comme président de la République. D'accord. Et cette personne-là, il est naturellement pas accepté parce qu'il n'a pas été élu. Et donc, les gens disent qu'il n'est pas représentatif. Donc, forcément, il y a des pots de banane qui arrivent un peu de partout. Et moi, je regarde ce film-là et je comprends un certain nombre de choses. Tu n'as pas d'amis, tu as plutôt des personnes qui arrivent là pour servir leurs intérêts. Des personnes qui veulent mieux te connaître pour mieux te plomber derrière. Des personnes qui veulent t'analyser. En fait, l'ami, ça n'existe pas vraiment à un certain niveau. D'accord? Et moi, je dis toujours, les meilleurs amis que l'on a, les vrais, ce sont ceux avec qui nous avons grandi. Ces personnes qui nous ont connus lorsque on n'était absolument rien. Des personnes qui n'avaient aucun intérêt derrière. Et ce sont des personnes-là qui seront à même de te dire qu'est-ce que tu fais qui n'est pas bien. C'est intéressant que tu dises cela. Je suis d'accord jusqu'à un certain point. J'allais dire, tu es jeune. C'est pas une question de jeunesse. Tu as tes activités et on prie, on touche du bois, qu'elle monte jusqu'à où tu veux qu'elle monte. Forcément, même dans tes amis, meilleurs amis, par rapport à la situation à l'instant T, où toi tu seras, où tu dois être, auront potentiellement un autre regard, ou c'est même pas un autre regard. C'est pour ça que j'ai un peu d'empathie pour les hommes politiques, parce que je pense qu'ils sont dans une tour d'ivoire. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on leur jette tous quasiment la pierre sur eux, alors qu'on oublie qu'ils ont toute une équipe derrière eux, qui eux ont aussi une équipe derrière eux, qui eux aussi ont une équipe, qui vont sur le terrain et ils rapportent certaines choses. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils rapportent les bonnes choses, mais tout revient à l'exécutif, au président. Et derrière, même si tu fais n'importe quoi, parce que on a potentiellement un intérêt à ne pas te froisser, on ne va pas forcément te dire que ce que tu fais n'est pas bon. Je suis d'accord avec toi. Quand tu grandis, tes meilleurs amis avec qui tu joues au foot, machin, vous jouez qu'au foot, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de... Mais quand vous arrivez à un certain point, à un niveau de maturité, la vie fait que, ouais, on est dans un système qui fait qu'on doit bosser, on doit manger, on doit se nourrir, on doit se vêtir. Et comment on fonctionne? Bon, on échange de l'argent contre des produits ou des services. Et plus tu as d'argent, plus ça devient difficile de te contredire. Je suis d'accord en partie avec ce que tu es en train de dire. Seulement que faut garder un certain nombre de choses. Il faut choisir ses amis par rapport à un certain nombre de choses. Mm-hmm. La famille, ça ne se choisit pas. La vie qu'on a, elle ne se choisit peut-être pas, mais son itinéraire peut se choisir. D'accord à 2000% avec toi. On a des valeurs. Yes. Et ces valeurs, on les partage avec les personnes qui sont en face. Mm-hmm. Et ces personnes qui sont en face, là, si oui, elles partagent ces mêmes valeurs-là, on avance. Si elles ne partagent pas ces mêmes valeurs, on n'avance pas. L'une des définitions du leadership que j'ai, c'est l'aptitude d'une personne à transformer les personnes qui sont en face d'elle dans le bon sens. L'argent, le pouvoir ne doit pas être des sujets, mais plutôt des objets. D'accord. Des objets que nous allons plutôt placer, mais pas des sujets qui vont faire de nous des objets. D'accord. C'est à nous d'avoir cette présence d'esprit-là, mais cette force de caractère-là, de rester nous-mêmes. Dans les anciens royaumes, tels que
le royaume mandingue, qui fut l'un des plus grands royaumes, des plus riches et des plus structurés, il faut le dire, mieux que tout ce que nous avons vu en France et dans la civilisation occidentale. Petite parenthèse, c'est une question pour moi. Mensa Moussa, il était dans ça. Mensa Moussa. Mansa Moussa, oui. Ouais, il fait partie de Oui, ce oui, mandingue. Okay, c'est juste pour justement. moi, pour juste. C'est l'un des plus grands l'homme le plus riche qui ait jamais existé. Justement. Il faut comprendre que ces personnes n'avaient une personne qui siégeait dans le cour royal qu'on appelait le fou du roi. D'accord. Le fou du roi était la personne qui pouvait tout dire au roi sans avoir peur d'être jeté dans la fosse aux lions. Et c'était la personne, sinon l'une des personnes les plus écoutées. Lorsqu'on prend un conseiller, le conseiller, bien vrai qu'il est là pour conseiller la personne qui est juste en face. Mais derrière, il a envie de construire sa vie, sa carrière. Aussi. Et il ne te dit pas tout. Il te dira des choses, pas forcément, pas toujours dans le sens, pas toujours dans le sens contrepoil, on va dire. Il va peut-être toujours te caresser dans le sens du poil. Il te dit des choses qui ne sont pas forcément vraies, mais qui vont pas te froisser. Qui vont pas te froisser. Et le fou du roi, il te disait les choses crues. Et c'est justement dans ces choses crues-là que la vérité est. Et donc, c'était un gage de stabilité, un gage on va dire, pour le roi d'avoir les pieds sur terre, d'avoir cette personne-là. Parce que le fou, il se promène dans le village, il récolte les informations et il vient te dire, bah écoute, tu fais pas ça, c'est pas pour cela que tu es là. Mais l'autre, il ne vient pas te dire, tu fais pas ça, il va te dire, ouais, c'est bon, tout est bon. Juste pour garder son poste. Absolument. Parce que s'il te dit que c'est pas bon, ça veut dire que moi, je t'ai mis là en place pour pouvoir le faire, tu n'as pas pu le faire, par exemple. Ou tu n'as même pas été à mesure de me dire, on a besoin d'argent pour le faire. Ou parce que j'ai pris une décision, tu n'es pas été à mesure de me contredire, me dire, voilà. Et le fou du roi, c'est pour ça qu'il porte le nom fou. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Et donc, moi, je crois qu'il y a des personnes qui ont des valeurs. Il y a des personnes qui ne sont pas omnibulées par leur position, par leur carrière, mais qui, lorsqu'elles rentrent à la maison, veulent se regarder dans la glace et se poser la question de savoir, est-ce que je suis juste envers moi-même? Est-ce que ce qu'on fait à ma communauté ressemble à ce que je veux qu'on fasse pour moi-même? Je pense qu'il existe encore ce genre de personnes. Je pense que ce que tu décris là, tu décris toi. Et je n'ai aucun souci avec ça. Je dis juste que la réalité, peut-être que c'est mon expérience à moi qui me montre cela. Éventuellement, l'entourage que j'ai côtoyé m'a montré cela. Je ne dis pas que c'est pas bon. J'ai juste de l'empathie pour ces personnes-là, avec qui potentiellement j'ai grandi, ou même si je n'ai pas grandi, qui font partie de mon cercle rapproché. Et malheureusement, parce que la vie est telle qu'elle est, on a tous des passages à vie, des pépins et tout, fait que si je suis la personne qui est, on va dire, dans une situation intéressante de par mon boulot, économiquement parlant, il va y avoir très peu de chances pour que ces personnes-là me contredisent si je fais n'importe quoi. Et je suis très clair, moi je suis un véritable dictateur. Réellement, que ce soit dans, comment on appelle ça, dans ma relation familiale. Quand je dis dictateur, ça ne veut pas dire que je tape les gens, d'accord, que l'on soit clair. Que ce soit dans mes relations familiales, amicales ou professionnelles. Quand je dis quelque chose, parce que je réfléchis longtemps avant de dire. Ça ne veut pas dire que je ne me trompe pas, mais j'essaie de réfléchir longtemps avant de poser une action et tout ça. Des fois, je me trompe, des fois, j'ai bon. Mais certaines personnes perçoivent certaines choses de moi, où il leur sera très difficile de venir me dire certaines choses parce que je suis dans une position, on va dire, qui, selon eux, est intéressante. Ils ont des intérêts et autres. Donc, sachant cela, je me dis que c'est très difficile de rencontrer des personnes comme toi qui vont, peu importe l'intérêt que tu peux avoir, me dire la réalité de la chose. Je pense que c'est plutôt le contraire. Une très grande majorité de personnes ne vont pas te dire la réalité de la chose. Et que ça peut amener, et ça amène très souvent,
à un jugement faussé de ce qui est la réalité. Et je prends l'exemple des hommes politiques parce que je pense que c'est le meilleur exemple qu'on puisse avoir. Les gars sont dans une véritable tour d'ivoire, pensent que c'est bien ce qu'ils font, pensent que c'est... ils donnent ce qu'ils ont à donner, machin, ils te disent le peuple et tout. Mais quand tu vas dans la rue, tu as des gens qui sont là, mais non, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et ça vaut pour n'importe quel pays du monde. C'est pas qu'on est en Côte d'Ivoire, machin et tout, pas besoin de prendre de parti politique. Peu importe le parti politique dans lequel tu seras, quand il sera au pouvoir, il va avoir une controverse, on va dire ouais, c'est n'importe quoi qu'il fait, n'importe quoi, les routes, les machins et tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'essaie de prémunir les gens de ça. C'est plutôt ça mon truc. De pas se dire, oh, ouais, comme c'est bien financièrement et tout, ok, ça va rouler, les gens vont te dire toujours que tu es beau et tout. Mais comme je dis, c'est facile d'aimer un bébé. Ils sont beaux, machin et tout. Mais Je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai une lecture un peu plus différente. Peut-être que je rêve un peu trop, mais je pense que ce sont les plus gros rêveurs, ce sont les plus grands rêveurs qui ont façonné ce monde-là et qui ont fait que nous vivons aujourd'hui dans une relative, on va dire dans un relatif bien-être. Les valeurs, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Je suis d'accord. Et une personne qui est consciente de ses valeurs, qui respecte ses valeurs, est difficilement corruptible. Quand je parle de corruption, je ne suis pas en train de parler de l'argent, mais corrompre ses valeurs, pervertir ses valeurs, c'est très très difficile. Parce que pour elle, ça vaut plus que tout. J'ai beaucoup de chance d'avoir dans mon équipe des personnes qui m'ont toujours dit les choses telles qu'elles voient. Même des subordonnés? Même tout le monde. Ok. Je pense que c'est une véritable grâce dans le choix des personnes avec qui je travaille, mais j'ai toujours rencontré des personnes qui n'ont jamais manqué de me démonter en réunion. Et ça va avec l'énergie que tu leur envoies. C'est ça. Parce que ce qui est le plus important, en fait, c'est quoi? C'est de dire, voilà, faisons ça parce que c'est bon, parce que je pense que c'est bon, ou on le fait parce qu'on pense tous que c'est bon et que ça remplit quelque chose. Ça remplit la mission pour laquelle nous sommes là. Je connais des personnes avec qui on a commencé et qui sont parties. Je connais des personnes qui m'ont, en pleine réunion, qui m'ont dit, Yann, tu as tout faux. Je le paye, mais qui me dit que tu as tout faux. Que ce que tu as produit, c'est du n'importe quoi. C'est la merde, Yann. Okay. Et au passage, je salue quelqu'un qui me disait toujours, Yann, tu ne feras pas ça avec moi, ça ne passera pas avec moi. Parce que ce que tu es en train de faire, ça n'a aucun sens. Non, mais c'est ce que je dis. C'est pour ça que je parle de toi personnellement et je n'englobe pas beaucoup de monde, en fait. Parce qu'il faut avoir une certaine humilité d'encaisser cela et se dire, ouais, effectivement, ce qu'il m'a dit, il a raison. Alors que, entre guillemets, il est en dessous de toi. Il faut avoir cette humilité-là et je dirais que ça va en plus avec ce que tu fais. Parce que j'imagine, sans te connaître énormément, que ta vision est assez large pour faire... Le but, c'est réellement d'essayer de faire que les autres, jeunes, moins jeunes, puissent réussir là où ils veulent réussir. Donc, tu dois avoir cette ouverture-là de te dire, OK, j'ai pas toujours tout bon. Et effectivement, comme j'ai pas toujours tout bon, les informations que l'on va m'apporter derrière vont me permettre d'avancer, en fait. Parce que si je crois que j'ai tout bon parce que c'est moi qui ai monté les trucs et tout, peu importe ce qu'on va me dire, je vais me cracher dans... T'as pas toute la science infuse. Et moi, je ne dis pas que c'est pas bon, cela. Je dis que c'est toi. Mais que la réalité macro, le monde qui nous entoure, est beaucoup plus, entre guillemets, pervasive que ça. C'est ça. Je suis d'accord. Je suis carrément d'accord. Moi, je veux qu'on comprenne un truc, une chose qui est très, très importante et que j'applique au quotidien dans mon environnement professionnel. Je ne suis pas une personne brillante. Il n'y en a pas. Je ne suis pas une personne brillante. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Peut-être. Et je le dis tout le temps, quand je choisis de travailler avec une personne, ce n'est pas pour lui dire ce que je veux, mais c'est pour qu'elle m'inspire moi, en fait. D'accord.
Et donc, toutes les personnes avec qui je travaille m'inspirent. Et je m'inspire de ces personnes. Et donc, on est dans une configuration où tout le monde se sent à l'aise de dire ce qu'il ne va pas et ce qu'il va. Et donc, c'est peut-être utopique. Peut-être que je n'ai pas encore été un poste sélectif. Si, président, là, j'ai été élu. Mais, on va dire au plus haut niveau de l'État. Peut-être que je n'ai pas encore été un poste sélectif. Mais je pense que rien ne doit corrompre nos valeurs si on sait exactement ce qu'on veut. Et pour savoir exactement ce qu'on veut, et si on apporte effectivement ce dont a besoin la personne pour qui on est là, on doit être au plus proche de cette personne-là. Yes. On doit connaître cette personne-là. On doit savoir de quoi est-ce qu'a besoin cette personne-là. Et donc, dans le choix des personnes qui nous entourent, on doit aussi savoir qui est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, quelle est leur configuration, quelle est leur mentalité, quel est le positionnement par rapport à ces personnes qu'on veut servir. Tout part de là. Tout part de là. Lorsque j'étais en train de faire, par exemple, lorsque je constituais mon équipe, la toute première équipe, j'ai très bons amis. J'ai très bons amis qui pouvaient me donner de très très bons conseils. Ouais. Mais les personnes qui ont fait Young Job Network, qui ont posé les bases, les jalons, et inspiré la philosophie qui nous guide, sont tous des jeunes diplômés qui étaient en train de chercher du travail. C'est avec ces personnes-là que je m'en suis entouré. Parce que c'est leur réalité, c'est leur vie. Ils sont en train de chercher du travail. Ils veulent avoir du travail. Et ce sont ces personnes-là qui se heurtent aux entreprises qui disent « Vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Vous n'avez pas les qualifications que nous cherchons. Vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ci. » Et donc, forcément, elles sont à même de réfléchir et trouver des solutions pour que les personnes qui suivent derrière ne puissent pas entendre les mêmes jérémiades, les mêmes réponses négatives qu'elles ont eu à subir. Mais je prends un exemple. Si je m'entourais de professionnels, ce n'est pas la même lecture. Elles ne comprennent pas forcément le besoin de ce jeune-là. Elles ne sont pas on va dire, elles sont pas dans l'esprit de ce jeune qui vient chercher du travail. Pour lui, lorsqu'il te dit bonjour, voilà mon CV, c'est normal. Mais en tant que professionnel, quand on te dit bonjour, voilà mon CV, c'est pas normal. On construit une relation. Par exemple, sur LinkedIn, quand un jeune t'envoie un message, une demande de connexion, et que tu acceptes, et la première chose qu'il t'envoie, c'est son CV, je cherche du travail. Pour lui, il est dans le besoin. Il a faim, ce jeune. Il a envie de prouver qu'il peut montrer quelque chose dans une entreprise. Et pourquoi est-ce qu'il t'envoie une demande de connexion? C'est pas pour discuter avec toi. Mais toi, le professionnel, tu te dis non, une relation, ça se bâtit. Donc, pour mieux comprendre et pour mieux avancer, il faut prendre des personnes qui sont dans la situation, qui vivent cette situation-là, et des personnes qui sont en dehors de cette situation-là pour avoir du recul. C'est la synthèse de ces deux équations-là, c'est la synthèse de ces idées-là qui vont te permettre de proposer des choses équitables pour les deux parties. D'accord. Et donc, au début de notre organisation, c'est vrai qu'on a tâtonné. Parce que la première organisation, les premiers membres, c'était que des jeunes diplômés. Ensuite, on allait que avec des professionnels. Avant de comprendre que ce sont les deux, au fait, qui doivent construire le monde dans lequel... Parce qu'en réalité, ce sont ces deux-là qu'on veut mettre ensemble. Absolument. Le professionnel et le jeune diplômé. Ouais. Le professionnel qui a besoin de jeunes diplômés pour travailler dans son entreprise et faire croître son chiffre d'affaires. Ouais. Le jeune diplômé qui a besoin de quitter la situation de chômage pour entrer dans une entreprise et gagner bien sa vie et donc être indépendant. Mais si ces deux-là, on ne les met pas ensemble et que ces deux-là ne se connaissent pas et ces deux-là ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il faut à l'un et à l'autre, on ne pourra jamais produire des résultats idoines. Oui, d'accord. Et c'est ça, en fait. Et donc, pour moi, je pense que l'une des caractéristiques, sinon l'une des propriétés du management, au-delà de l'empathie, c'est savoir qu'est-ce qu'il faut exactement à l'autre des personnes avec qui on travaille et comprendre pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ce travail-là.
Parce que si on ne comprend pas l'essence du travail que nous sommes en train de faire, on se perd. On se sert nous-mêmes. Et lorsqu'on se sent dans une position où on se sert nous-mêmes, sachez que vous avez échoué. Ok. Young Job Network. Ok. Il y a 3 ans que tu as débuté ça. Et c'est une bonne transition. Tu as dit, tu as commencé avec jeune, professionnel, et après vous avez fait le mariage. Comment se passe le mariage? Il se passe très bien. Ce mariage se passe très bien parce que ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choses. Comme je dis, je ne suis pas une personne brillante. Je suis une personne qui est à la recherche des personnes brillantes. Quête perpétuelle de personnes brillantes. Des personnes qui peuvent m'apporter quelque chose. Des personnes qui peuvent me dire ce qu'il y a à faire. Des personnes qui vivent des situations d'un côté ou d'un autre et qui peuvent me dire voilà les solutions que nous proposons. Ok. Tu as ta structure privée. Qu'est-ce que vous faites dans ta structure privée? Tu peux donner le nom, il n'y a aucun souci. Alors, ma structure privée, c'est Continental Bridge. Continental Bridge accompagne les entreprises dans la résolution de leurs problèmes en mettant à leur disposition un réseau de consultants. D'accord. Un réseau de consultants que nous avons constitué en Europe, en Afrique et en Amérique, issus de plus grands cabinets des Big Four qu'on connaît, et tout, mais aussi d'autres cabinets de conseil. D'accord. Mais aussi d'écoles qui sont, on va dire, qui sont spécialisées dans un certain nombre de domaines comme la stratégie. Donc on a HEC, on a IS, on a voilà, ce genre de trucs. Donc nous, on arrive dans les entreprises. Continental, comment? Bridge. Continental Bridge. C'est cela. Donc ok, tu fais le pont entre les deux les continents. C'est cela justement. Donc on arrive dans des entreprises et on essaie de comprendre le problème de cette entreprise-là. On diagnostique dans ce problème-là et on met à disposition de ces entreprises un consultant. Un consultant chevronné qui va pouvoir décanter, sinon proposer des solutions, faire du conseil. Ensuite, nous accompagnons les top managers dans l'évolution de leur carrière, dans la construction de leur carrière. Et cela se tale sur 2 choses différentes. Comment est-ce que vous pouvez conduire votre entretien d'embauche? L'entretien d'embauche top manager, par exemple, c'est pas la compétence. Je t'invite à un entretien d'embauche, toi directeur général, toi DGA ou toi directeur départemental, pas parce que tu es compétent. Je sais déjà que tu es compétent. C'est pour ça que je t'invite à un entretien. Mais je veux savoir qu'est-ce que tu peux apporter de plus à mon entreprise en dehors de ta compétence. Est-ce que je peux aller dans un mariage avec toi? Je ne te marie pas parce que la compétence ici, je la prends comme la beauté. Tu es belle. D'accord. Ok. Mais est-ce qu'on peut coopérer ensemble? Est-ce que tu as le comportement qu'il faut pour pouvoir être dans la même pièce que toi? Est-ce qu'on peut voir dans la même direction? On a la même vision? Est-ce que nous deux, on peut être complémentaires? C'est ça, en fait, lorsqu'on emploie un top manager. D'accord. C'est ce que sont ces qualités-là que nous recherchons. Donc, nous accompagnons ces top managers-là dans ce cheminement-là. Comment est-ce que vous pouvez négocier, par exemple, votre salaire? Comment est-ce que vous pouvez conduire efficacement un entretien d'embauche dans l'un ou dans l'autre côté? C'est-à-dire, vous menez l'entretien ou vous subissez l'entretien. Pas subir, mais on vous fait passer l'entretien. Il y a ça. Et nous accompagnons aussi ces dirigeants-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans la négociation de les salaires et tout, mais dans la constitution de leur réseau d'affaires. D'accord. Ça, c'est très, très important. Comme quelqu'un me disait, à un niveau de responsabilité, les postes ne se publient plus sur LinkedIn. Ouais. Il faut avoir un réseau. Absolument. Et il faut démontrer à ton réseau que tu es performant. Et le réseau, la constitution d'un réseau passe par une chose très, très importante, l'intégrité et la confiance. Lorsque je te sais intègre et que j'ai confiance à 100% en toi, je peux te présenter à tout le monde. Parce qu'en te présentant, au fait, c'est toi que tu présentes en c'est même moi temps. que je me présente. Donc, c'est ta réputation. Exactement. Et donc,
entre parenthèses, il y a certaines personnes, certains jeunes qui disent mon oncle est ministre, mon oncle est directeur général, mais il ne me trouve pas du travail. Parce que ton oncle il n'a pas confiance en toi. Parce que si ton oncle compétent directeur général te propose à son ami directeur général comme comptable et que tu fais du mauvais travail, c'est son image qui prend. C'est son image qui prend. C'est même son jugement qui n'est pas bon. C'est cela. Et justement, on a un doute sur sa capacité à faire du recrutement. Et du coup, l'oncle prend un coup. Et dans le réseau, prendre un coup, c'est fatal. C'est très fatal. C'est bâtir un château, c'est très dur. Le détruire, c'est très facile. Exactement. Donc c'est la même chose pour la réputation. Vous êtes combien dans Continental Bridge? T'as combien de gars qui travaillent pour toi? On est 3. Vous êtes 3. On est 3 dans Continental Bridge, 3 associés. 3 associés, ok. Et un réseau de consultants indépendants. C'est toi qui as monté Continental Bridge et après les autres t'ont rejoint sur ce projet-là? Je l'ai monté, oui. C'est toi qui l'as monté? Exactement. Okay. Tu m'as piégé parce que je pensais que vous étiez des gars qui travaillaient pour toi. J'allais dire ça va être compliqué. Comment tu arrives à faire la balance pour bosser avec tes associés? Comment vous avez défini vos rôles? Parce qu'on peut me dire tout ce qu'on veut. J'ai un associé aussi, il est en France. Mais dans tous les cas, à un moment donné, il y en a un qui dit on avance. Comment vous gérez cela? Parce qu'il y a beaucoup excuse-moi, je te coupe. Parce qu'il y a beaucoup de gens, jeunes, moins jeunes, qui vont se lancer, je pense, après le Covid-19, ou même pendant le Covid-19, ils se sont rendus compte que le marché de l'emploi, ça va être encore beaucoup plus compliqué. Et éventuellement, même si tu as un emploi, il vaut mieux avoir quelque chose à côté, parce qu'on ne sait jamais. Tu peux te faire licencier, entre guillemets, du jour au lendemain. Donc, quand ils vont se lancer dans leur chose, ils vont se dire, OK, je vais prendre un associé, un partenaire ou 2 partenaires, machin et tout. Mais ils ne vont pas savoir comment équilibrer cela. Comment toi, tu fais avec tes 2 associés? Comment vous êtes défini les rôles, j'ai envie de dire? Comme j'aime bien le dire, l'entreprise, c'est une maison. Les personnes qui y travaillent sont des personnes qui y vivent. Et pour que la bonne humeur demeure dans cette maison-là, il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on voit dans la même direction. Pour que cette maison-là soit un havre de paix, il faut que les personnes qui y sont voient dans la même direction. Si vous ne voyez pas dans la même direction, toi et tes associés, c'est qui a le dernier mot? Non, ça ne passe pas. C'est même pas une question de dernier mot. L'idée, c'est pas... Il peut y avoir divergence d'idées, mais ne pas avoir la même vision, c'est pas la même chose. Je suis allé un peu trop loin. Justement. Divergence d'idées. La vision, elle est toujours là. C'est la vision, c'est l'objectif à moyen, long terme que vous voulez atteindre. Ça, je n'en mets pas en cause. Mais lorsqu'il faut mettre en place des actions, il se peut que vous ayez des divergences quant à la mise en place de ces actions-là ou même sur l'action à mettre. Comment ça se passe? Alors, lorsqu'on a une divergence, le plus important ici, et comme je le dis dans toute situation, dans tout règlement humain, si on n'abandonne pas son ego, on n'avance pas. Ici, c'est de déposer son ego. Tu penses que c'est qu'une question d'ego à un moment? Exactement. Tout ce qui est conflictuel est une question d'ego. Toutes les crises du monde sont des questions d'ego. C'est simple. Qui doit se faire respecter? Qui est plus homme que l'autre? Qui est plus grand que l'autre? Qui est plus beau que l'autre? C'est ça, en fait. Et donc, une fois qu'on dépose l'ego et qu'on a une vision commune qui est là, et que ce qui crée le petit problème, c'est l'idée, donc la divergence d'idées, la question, elle est simple. Et sa résolution, elle arrive naturellement. Qu'est-ce qui sert au mieux les intérêts de notre communauté? Qu'est-ce qui sert au mieux les intérêts de notre réunion, là, de notre entreprise? Et donc, c'est ce qui sert au mieux les intérêts de notre entreprise qui passe le plus. C'est simple. Bon, je dis que très souvent, les problèmes, c'est nous qui les créons. C'est nous qui les alimentons. C'est nous qui les amplifions et c'est nous qui faisons que ça nous divise. Pourtant, sa résolution, elle passe tout simplement par qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Je veux lancer l'activité aux États-Unis. Ça va nous coûter cher peut-être si on le lance aux États-Unis. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je veux qu'on commence à le lancer peut-être en France.
j'ai mes idées, j'ai mes arguments. La vision commune, c'est l'extension, l'internationalisation de notre activité. On est tous d'accord sur ça. La divergence d'idées, c'est le choix du pays. L'un veut que ça soit aux États-Unis et un autre veut que ça soit en France. Qu'est-ce qui est profitable pour nous deux? Pourquoi est-ce que tu veux lancer aux États-Unis? De manière factuelle. C'est pour sa bonne réputation? Ou bien tu es sûr que à la veille, tu as des canaux de distribution, tu as les contacts qu'il faut pour que ça nous rapporte plus de chiffre d'affaires que si on l'ouvrait dans la même circonstance, dans les mêmes situations en France. Mais si, je te dis, je suis le directeur général et je veux qu'on ouvre aux États-Unis et que toi, tu es l'employé, je te paye et que tu veux qu'on ouvre en France, tu suis pour moi d'abord, ça n'a aucun sens. Tu penses? Oui. Pour moi, ça n'a aucun sens. Le choix ici, est-ce qu'il est stratégique? Ou bien il est juste du fait que c'est moi le directeur, c'est moi qui décide? Tu n'as pas normalement, je parle de normalement, parce que sur LinkedIn, il y a plein de titres qui sont faussés. Mais tu n'as pas un titre de directeur général sans avoir une certaine vision stratégique. Donc, pour moi, si un directeur général me dit « Ok, on va ouvrir à tel endroit », je parle des directeurs généraux, général, qui réussissent. Il a fait ses preuves, il sait un peu de quoi il parle, et véritablement, c'est comme ce dont on parlait dès le départ, c'est finalement lorsqu'on est sur le terrain qu'on réalise réellement sur si effectivement la décision qu'on a prise est la bonne ou pas. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Et c'est pour ça que je dis, ça m'est facile d'imaginer travailler avec toi en harmonie, dans le sens où tu as cette ouverture d'esprit qui fait que, ouais, je peux me permettre de te dire certaines choses, comme parce que toi aussi tu me permets de te dire certaines choses, je peux te laisser me dire certaines choses. Donc il n'y a pas d'ego et tout. Moi ma problématique, c'est que je ne veux pas stigmatiser mon pays, la Côte d'Ivoire, mais j'ai l'impression que c'est le contraire ici de ce que toi tu fais. J'ai l'impression que tu es une minorité dans cet océan d'ego. Et ta solution, c'est pour ça que je suis l'expérience Yannick Yao, ça m'intéresse de recevoir des gens qui font des choses constructives, c'est pour que vous expliquiez comment vous arrivez à le faire. Mais mon constat, j'ai pas l'impression que tu arrives à la même constatation que moi de l'instant T où on est. C'est-à-dire que la majorité des gens sont à l'opposé de comment toi tu fais ton management. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on monte une entreprise, il y a quelque chose qui nous guide, la passion. Et la passion est le premier ennemi d'une personne. Parce qu'elle nous déconnecte de la réalité. D'accord. Et elle nous perd. Et lorsqu'elle nous perd, c'est fini. Parce qu'on est passionné par ce qu'on est en train de faire, on n'a pas le temps de voir ce qui se passe aux alentours. Je prends l'exemple d'une personne qui est passionnée de jeux vidéo. Elle est fixée dans son écran. Elle joue 24 heures sur 24. Elle n'a pas le temps d'avoir une vie sociale. Et cette personne-là peut être dans un état où il y a une guerre qui commence et ne saura absolument jamais qu'il y a une guerre qui commence. Mais c'est vrai. C'est très vrai. Je rigole parce que je me vois en train de jouer aux jeux vidéo quand j'étais un peu plus jeune, c'est tout. Et effectivement, j'étais dans un état où c'est ça. Le monde pouvait s'écrouler. Tout peut s'écrouler autour et on ne voit pas. Et pourquoi est-ce que je prends cet exemple-là? C'est l'exemple juste du chef d'entreprise qui se dit, j'ai galéré de ma vie. J'ai misé toutes mes économies dans cette entreprise-là et je vais la réussir. Mais ce qu'il oublie, c'est que pour réussir, il faut, à côté de cette passion qu'il faut, à côté de cette passion qu'on alimente tous les jours, quelqu'un qui a un regard extérieur. Quelqu'un qui voit différemment. Quelqu'un qui a le temps de nous dire « Stop, change de cap. Je pense que tu te bourres. »
Et pour accepter cela, c'est clair que faut souvent relâcher. Faut se prendre des compagnons, des personnes qui travaillent avec toi, qui ont la possibilité et qui ont le cran de te dire ce qu'ils pensent. Les plus grandes personnes qui ont réussi, on va prendre le classement Forbes des plus riches. À commencer par Jeff Bezos. Son premier partenaire, c'était sa femme. D'accord. On prend Bill Gates. Il y a Melina qui est là toujours, qui l'accompagne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes ont un sens que l'on appelle sixième sens que l'homme n'aura jamais. Et elles sont les seules capables de pouvoir se détacher minimum d'un certain nombre de choses pour pouvoir pousser la réflexion beaucoup plus loin et sonner la sonnette d'alarme, tirer la sonnette d'alarme. Il y a des études qui paraissent aujourd'hui pour nous dire que les femmes managers ou les entreprises qui ont à leur tête des femmes DG ou des femmes CEO et tout cela ont un chiffre d'affaires sensiblement, ou c'est relatif, plus élevé par rapport aux entreprises dirigées par des hommes. D'accord. C'est pas moi qui le dis. Ok. C'est vérifié. C'est vérifié par qui? C'est vérifié. Non, ce sont des études qui sont sorties. Attends, que les femmes sont autant capables que n'importe quel homme avec la même formation, il n'y a même pas de discussion. Il n'y a même pas discuter. Une femme avec la même formation que toi peut tout aussi gérer une entreprise et qu'elle soit aussi successful. Moi, j'ai pas de problème avec ces histoires de trucs de femmes, de gens et tout. Je m'en fiche. Je veux la personne la plus compétente. Après, bon, on est des êtres humains. On va dire que nous, on a encore, je parle de hommes et femmes noirs, on a encore cette vision de la famille où on veut élever nos enfants. On est dans un temps où, même si économiquement c'est compliqué, on essaie de mettre en place une structure familiale où, bon, on fait ce qu'on a toujours été habitué. L'homme, sans doute le chef de famille, c'est pas dire qu'il prend toutes les décisions, mais c'est chef de famille. La femme, elle est là, pas derrière, à ses côtés, elle le soutient, elle lui apporte tout ce qu'elle peut lui apporter et elle gère véritablement la maison avec les enfants qu'il y a derrière et tout. Donc, une femme qui a des ambitions professionnelles, une carrière et tout, je ne suis pas contre, mais je ne pense pas que moi, je parle de moi, que ce soit forcément le but de la vie d'une femme. Et je pense qu'elles sont beaucoup plus... c'est mieux de les avoir quand elles peuvent faire en sorte qu'on fait grandir notre famille que de l'avoir dans une entreprise tout le temps. Parce que le niveau de stress, le niveau de sexisme, il n'y a personne qui va me dire qu'il n'y a pas ça. Les gars qui te draguent, machin et tout, il y en a tout le temps. La pression qu'il y a, elle a déjà une telle pression d'être déjà une femme. Quand tu es une femme, tu as déjà une pression, ça vient de partout. Mais de rajouter cela, je préfère aller à la guerre que de l'avoir avec moi dans la guerre, quoi. C'est ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les histoires de ramener des femmes et tout, moi, Je comprends ta position et je la respecte. Et mais j'ai une autre lecture. J'ai carrément une autre lecture. Qui est-ce qui a instauré cette normativité de dire que la femme doit être soit restée derrière ou juste à côté? Pour moi, la question elle est tout autre. La femme, c'est un être comme tout le monde. Et elle a sa place dans tout ce qu'on fait. Bien autant que l'homme a sa place partout, la femme a aussi sa place partout. Il n'y a pas un choix, il n'y a pas un lieu qui est vraiment, on va dire, précis, réservé à la femme, et un autre lieu qui est réservé à l'homme. Ce sont des mentalités que nous avons bâties au fil des siècles et attribuer ça à la femme et instaurer ça comme quelque chose de normal, comme une normativité. Et moi, je ne vois pas cela comme ça. Ce n'est pas une normativité. Je parle de normativité, le mot il est fort, parce que la norme, elle vient de qui? Elle est éditée d'où? Pour moi, je pense que la femme, elle est plus compétente
Dans l'entreprise? en entreprise que l'homme. Ah ouais? Oui, Ok. je pense que la femme elle est plus compétente en entreprise que l'homme. Lorsqu'on dit, par exemple, que les femmes se font draguer en entreprise, je vais dire un truc qui peut peut-être frustrer un certain nombre de personnes. Mhm. Une femme qui se fait draguer en entreprise, Mhm. une première fois, c'est pas de sa faute. D'accord. Une deuxième fois, le message n'était pas bien passé. Une troisième fois, elle n'a pas passé de message. Mhm. Effectivement, tu as frustré beaucoup de gens. Exactement. Ce que je suis en train de dire, il faut que les femmes commencent à prendre leurs responsabilités. Ok. Le pouvoir, l'essence même du pouvoir, c'est la femme. Mhm. Malheureusement, si tu ne sais pas que tu détiens le pouvoir et que tu as même l'essence du pouvoir, les autres en face pourront te dire exactement ce qu'ils pensent de toi. Ok. Et tu vas l'accepter parce que tu n'as même pas connaissance de qui est-ce que tu es et de ce que tu détiens. Je comprends. Ok. Une femme peut imposer un maximum de respect là où est-ce qu'elle est. Mhm. Et tu n'auras même pas l'occasion de la draguer. Parce que quand tu la regardes, tu ne peux même pas penser à la draguer. Mhm. Et c'est pour ça que je parle de la compétence. Mhm. Parce que si tu n'as pas les compétences normales que tu dois avoir et que tu n'es pas excellent dans ce que tu es en train de faire, tout le monde peut te faire du chantage. Mhm. Tout le monde peut te dire, bah écoute, si tu ne fais pas ça, je te renvoie. Mais si quelqu'un te dit, si tu ne fais pas ça, je te renvoie, et que tu lui dis, si tu me renvoies, il y a 15 autres entreprises qui vont me prendre, il change son langage. Et s'il sait que si que tu quittes son entreprise parce que il t'a fait des avances et que tu n'as pas apprécié et que son entreprise tombe, il n'osera pas le faire. La question, elle est toute simple. Qui est-ce que je suis et qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi? Quel est le message que je passe? C'est pour ça que je dis, une première fois, une femme qui se fait draguer en entreprise, c'est pas de sa faute. La deuxième fois, le message n'est pas passé. La troisième fois, elle n'a pas passé de message. Et ça, c'est factuel. Et ça, c'est factuel. À côté de cela, la compétence. À côté de ça, la compétence. Si tu es compétent, je ne peux pas te demander de faire des choses qui vont à l'encontre de tes idées. Mhm. Et dans toute société, malheureusement, qui est aujourd'hui pervertie, l'on a trouvé d'autres moyens pour pouvoir arriver à ses fins. Et malheureusement, se dit personnes faibles, parce qu'en réalité, en termes de force physique, elles sont faibles, mais en termes de force morale, il n'y a pas plus armées que les femmes. Mhm. On abuse. C'est clair. On abuse. Donc, c'est une invitation à une prise de conscience que je lance à l'endroit des femmes, là, aujourd'hui. Mhm. Toutes les personnes avec qui je travaille sont des femmes, D'accord. aujourd'hui. Et j'ai jamais eu meilleur résultat depuis que je travaille. C'est dire quelque chose. Je suis pas en train de dire que les hommes ne sont pas compétents. C'est un choix. C'est un choix que tu fais. Mhm. Mais je pense que une femme qui se connaît, qui sait ce qu'elle représente dans la société, mais au-delà de ce qu'elle représente dans la société, qui sait ce qu'elle représente pour elle-même, Mhm. à cette femme-là, tu ne pourras pas faire avaler quoi que ce soit. À cette femme-là, tu ne pourras pas faire avaler quoi que ce soit. La majorité, c'est vrai qu'il y a des minorités, mais la majorité des hommes qui ont réussi. Quand je parle de réussite, la réussite se situe pour moi à 3 niveaux. Il y a le premier niveau de réussite où on arrive à prendre soin de soi-même. Il y a un deuxième niveau de réussite où on arrive à tirer sa communauté. D'accord. Et il y a un troisième niveau de réussite où on inspire le monde. Arriver à ces 2 derniers niveaux de réussite, si tu n'as pas de femme, ça devient compliqué. C'est que tu es célibataire.
Ça devient Je compliqué. plaisante. Ça devient compliqué. D'accord. Ça devient compliqué parce que ce sont ces personnes-là qui ont une vision beaucoup plus large, qui ont cette... Tu sais, je veux dire, je prends Cristiano Ronaldo ou Messi. Bah, moi, je suis beaucoup Cristiano Ronaldo. Enfin, quelqu'un qui est Voilà. rationnel. C'est cela. Je prends Cristiano Ronaldo et Messi. Les deux sont très bons au football. Clair. Il y a l'une d'entre eux, donc il y a Messi qui a un don pour le football, je vais dire ça comme ça. Et il y a Cristiano Ronaldo qui travaille pour être meilleur. Je choisis qui des deux? Je choisis celui qui travaille pour être meilleur. Parce que c'est celui-là qui repousse les difficultés. C'est celui-là qui peut montrer qu'il peut aller encore plus loin. Celui qui a un don, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Celui qui a un don, bah, il utilise juste son don. Mais ce qui se passe, c'est que le don arrive à un moment, si tu ne l'accompagnes pas de travail, tu n'es plus créatif en fait. Eh ben, c'est très bien que tu soulèves ça. Et l'exemple est bon. La raison pour laquelle je choisis pour la même raison que toi, je choisis Cristiano Ronaldo. Parce que je le vois bosser. La seule raison pour laquelle je ne vois pas Messi, je ne choisis pas Messi, c'est parce que je ne le vois pas bosser. Pour arriver au niveau auquel il est, obligatoirement qu'il bosse. C'est juste qu'il ne le montre pas. Et comment ça s'appelle? L'histoire, elle est belle avec lui. Il s'appelle Messi. Il n'y a pas plus beau en termes de marketing. Il s'appelle Messi, le gars. Il joue au ballon comme pas possible et il ne montre jamais comment il fait pour arriver à ce niveau-là. Donc, ouais, c'est un conte de fées. Mais parce qu'on est dans la rationalité, on fait du business et quand on arrive à vendre, super. Quand on n'arrive pas à vendre, c'est pas un conte de fées. Donc, on est obligé de rester dans cette réalité-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je choisirais Cristiano Ronaldo. Mais tout ce que tu as dit par rapport à tes associés féminines, je sais pas. Je suis d'accord avec toi. On va dire la divergence qu'on va avoir n'est pas au niveau des compétences ou des caractéristiques de la personne. C'est juste au niveau familial. Parce que je pense que, et les chiffres le montrent, au niveau familial, on est en train de perdre quelque chose. Les couples ne restent plus forcément ensemble. Je ne parle pas de faire des enfants en nombre illimité ou à gauche, à droite. Ça a toujours été le cas. Mais je trouve que c'est déjà tellement compliqué dans la situation dans laquelle on est que si monsieur et madame arrivent à faire en sorte que, au niveau familial, c'est intéressant pour tout le monde, ça serait beaucoup mieux qu'une carrière. Et je pense réellement qu'on est une équipe, hommes et femmes, quand on est ensemble. Ma réussite, c'est pas ma réussite seule. C'est peut-être moi qui suis devant les projecteurs. Mais si ma femme n'est pas là, il est clair et net que je ne pourrais pas arriver là où j'en suis. Et j'ai l'impression qu'on minimise beaucoup les femmes qui ne sont pas forcément en lumière ou qui ne font pas forcément carrière pour les femmes qui ont le droit et qui doivent même faire carrière. Mais pour ces milliers d'autres femmes qui n'ont pas forcément envie d'être là, en train de bosser dans ce milieu très macho et tout ça, professionnel et tout, j'ai l'impression qu'on les minimise alors que leur rôle est tout aussi important que celles qui, justement, font carrière. Parce que si elles ne sont pas là, tu bosses potentiellement avec ta femme, je ne sais pas, je ne bosse pas avec ma femme, elle a une autre activité, néanmoins, et je dirais que le soutien qu'elle m'apporte, à la maison, avec les enfants et tout ça, si j'ai pas ça, j'arrive pas à avancer. En tout cas, je ne serai pas à ce niveau-là. Je pourrais, parce que, bon, on va dire qu'on est des êtres humains, on arrive à s'adapter à tout. Mais très concrètement, la puissance qu'elle m'envoie, je ne peux pas minimiser ça. Et j'ai l'impression qu'on minimise ça. Moi, c'est un peu ça mon problème. C'est pas le fait que les femmes font carrière, c'est le fait que celles qui ne font pas carrière, leur rôle est minimisé. Oh, peut-être aller à la maison. Non, une maison, c'est difficile à gérer. C'est très difficile à gérer. Élever des enfants, c'est très difficile à gérer. Mais Je suis carrément d'accord avec ce que tu es en train de dire. Et ce que je trouve dommage, c'est que les personnes qui minimisent ça sont les personnes qui ne savent pas exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Nous sommes dans une société, comme je le disais tout à l'heure, qui est pervertie aujourd'hui.
où l'on accorde beaucoup plus d'importance à ceux qui sont devant de la scène qu'à ceux qui sont loin de la scène, sinon derrière les caméras. Absolument. La vie est un film. Et très souvent, on oublie on oublie. La vie est un film. Et dans un film, il y a les acteurs qui jouent. Mais il y a ceux qui disent aux acteurs comment jouer. Et ce sont ces personnes-là les plus importantes. Il y a le réalisateur derrière. Il y a l'habilleur qui habille la personne qui est juste en face. Il y a celui qui masse l'athlète qu'on ne voit pas. Mais imaginez-vous juste un seul instant que le masseur de Usain Bolt tombe malade le jour de sa compétition. Je doute fort que Usain Bolt arrive à remporter la course. La raison est simple. Parce que nul n'est mieux que son ami. Mais nous sommes tous dans un film et nous avons tous un rôle à jouer. Exactement. Tant qu'on ne respecte pas le rôle de l'autre, on n'aura absolument rien compris. Et c'est pas parce que je m'habille le matin en Louboutin et que je porte une tailleur et que je monte dans une X6 pour aller au plateau aller travailler que je suis mieux que la femme qui est à la maison à s'occuper de mes enfants, à faire à manger. C'est pas parce que je suis mieux. Et d'ailleurs, cette femme-là va mieux résoudre un problème en ressources humaines que toi qui as eu un master. Parce qu'au-delà de tout ce qui est science, La réalité de la vie. il y a la réalité de la vie et il y a la compréhension psychologique et sociologique de la personne qui est en face de toi. Nos mamans, nos grands-mères qui n'ont peut-être pas été à l'école et savaient comment s'adresser à l'un et à l'autre de ses enfants. Sans avoir fait de management ou en master. Absolument. Ce sont des choses que l'on apprend dans la vie, qu'on n'apprendra jamais à l'école. L'école nous permet d'avoir un bout de papier qu'on l'on appelle diplôme ou certificat qui atteste de notre relative compétence, de la présomption de compétence pour que nous puissions exercer un métier. Cela ne veut pas dire que les personnes qui n'ont pas suivi le même parcours que nous n'ont pas forcément la même compétence. Seulement qu'elles n'ont absolument rien pour attester de cette compétence-là. Absolument. Elles ne sont pas passées devant un jury, elles n'ont pas eu de contrôle pour que l'on juge de son aptitude à détenir ces différentes compétences. Mais est-ce que cela veut dire qu'elle est moins compétente que celle qui a une attestation ou un diplôme pour confirmer sa relative compétence? Mais non. Et donc, faut remettre les choses dans son sens. Il faut respecter les personnes à leur juste valeur. Tu as un master ou un PhD en comptabilité, mais tu ne sais pas faire de cuisine. Et si ta servante, elle est là, elle n'est pas là, elle ne cuisine pas, tu ne pourras pas manger. C'est aussi simple que ça. C'est bon ça. Mais en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que la servante, elle se lève le matin, elle vient au travail. Et son rôle, c'est de te faire à manger. Tout comme toi, tu te lèves le matin et tu vas au travail, et ton rôle, c'est d'administrer un personnel. La seule différence entre vous deux, c'est que l'autre... En fait, en réalité, il n'y a pas de différence. Parce qu'on touche un salaire. Peut-être pas le même salaire, mais tous les deux, on touche un salaire. Tous les deux, on travaille de telle heure à telle autre. Tous les deux, on a des prérogatives. Tous les deux, on rend compte à quelqu'un. Tous les deux, on a quelque chose à satisfaire. Malheureusement, nous sommes dans un monde où on se dit, si tu ne portes pas de Louboutin et que tu n'as pas d'iPhone et que tu n'as pas une Mercedes, t'es rien. Et donc, la personne juste en face, qui ne se connaît pas elle-même, qui
sait pas exactement ce qu'elle apporte à la société et comprend pas que faire à manger à quelqu'un, c'est l'une des choses les plus nobles et les plus importantes d'une vie, elle acceptera que tu lui dises que tu n'as aucune importance dans la vie. Et c'est en cela que je suis en train de dire, la première chose que l'on doit faire sur soi-même, c'est se connaître soi-même et de savoir quel est son rôle dans la communauté. Qu'est-ce que j'apporte à la communauté? Et qu'est-ce qui, grâce à moi, bouge dans ma communauté? Qui est-ce qui dépend de moi? Parce qu'en réalité, c'est ça. Si tu n'arrives pas à faire ce diagnostic-là, tu n'arrives pas, comme les RH le disent, faire ton bilan de compétences pour savoir qu'est-ce que tu es, qui est-ce que tu es, comment est-ce que tu le fais et pourquoi tu le fais et comment cela transforme ton environnement immédiat, moi, je pourrais venir te dire ce que je veux. Absolument, absolument, absolument. Vous l'avez entendu de l'homme lui-même, Yann Cédric Lauré. On arrive à la fin de l'expérience Yannick Yao. Dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver? Redis-nous tout, que ce soit Young Job Network, Continental Bridge, dis-nous tout. Alors, Young Job Network, vous pouvez les trouver en ce qui concerne le virtuel, puisqu'aujourd'hui, on est dans le digital. Covid oblige sur nos différentes pages. Redis-nous ce que ça fait, Young Job Network, c'est pour qui et tout ça. Alors, Young Job Network est une organisation à but non lucratif qui a été créée en juillet 2017. Pourquoi? Parce que c'est mon histoire. Et quand je disais mon histoire, c'est que j'ai été chômeur. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que quand j'ai fini aux Nations Unies, je suis tombé du chômage. Je suis tombé du chômage pendant 1 an. Et pendant 1 an, j'ai cherché du travail. Et pendant ces années-là, cette année-là a été très, très dure pour moi. Très dure pour 2 raisons. La première raison, c'est que je n'ai pas connu le chômage comme les autres. Le chômage après les études et le chômage après avoir travaillé, c'est 2 choses différentes. D'accord. J'ai connu cette sensation d'indépendance, cette sensation de suffisance, cette sensation où tu es salarié et demain tu n'as plus rien et tu es obligé de revenir en arrière, collaborer ou je sais pas, peut-être quitter ton appartement et revenir en famille. C'est vraiment 2 choses différentes. Rester en famille et connaître cette galère-là et quitter la famille, connaître une ascension sociale, revenir en famille, c'est 2 choses différentes. Comment tu t'es senti quand tu es revenu en famille? Bah, franchement, c'est pas la même chose. Tu te sens impuissant par rapport à un certain nombre de choses. D'accord. Tu te sens impuissant par rapport à un certain nombre de choses. Hier, où tu pouvais payer les factures, aujourd'hui, tu ne peux pas payer les factures, par exemple. Qui t'a soutenu? Je parle de moralement, je ne parle pas de financièrement dans cette période-là. Parce que c'est plus moral et avec le regard des uns et des autres qui t'ont vu partir et maintenant tu reviens. Vous savez, je suis très porté sur le respect que l'on doit avoir pour les femmes. Une femme à tes côtés, c'est une bénédiction. Absolument. Toutes ces étapes de ma vie que j'ai traversées, il y a une personne qui a toujours été là pour moi et qui m'a soutenu. Et qui, au-delà de me soutenir, m'a toujours dit « Tu es là pour quelque chose et tu as une histoire à construire. » Et cette femme-là, c'est mon épouse, qui a toujours été là pour moi, qui m'a toujours soutenu. Et donc, lorsque j'ai trouvé mon job, après cette période de galère-là, et que je suis rentré à la banque, sans expérience dans la banque, mais il y a Jean-Luc Conan, qui est le PDG de Cofina, qui, lui et son équipe, ont accepté de me prendre dans la division Côte d'Ivoire de son groupe, qui est CAC, Compagnie Africaine de Crédit. D'accord. J'ai postulé comme juriste parce que c'est ce que je savais faire. Ouais. Et on m'a pris comme chargé d'affaires. D'accord. Et donc, c'était une opportunité pour moi. Tout de suite, tu ne comprends pas. Mais demain, tu comprends pourquoi est-ce que Dieu a voulu que ton histoire s'écrive comme ça. Parce que c'est par rapport à quelque chose. Il y a toujours une finalité. Et donc, chargé d'affaires, d'abord, quand j'étais au ACR, je m'occupais, j'ai appris à connaître l'homme qui est arrivé dans
sans rien. Personne qui vivait autrefois dans l'opulence et qui arrive sans rien pour cause de guerre. Parce que lorsque j'étais au ACA, pour la petite histoire, la guerre venait d'éclater en Centrafrique, entre Anti-Balaka et Séléka. Mais aussi, était en proie en Syrie. Et donc, il y avait toute cette communauté-là qui arrivait. Il fallait les comprendre, il fallait les écouter leurs histoires, les atrocités qu'elles ont pu subir. Et donc, il y a une certaine empathie que tu nourris tout de suite. Et je finis cet épisode-là et j'arrive à la compagnie africaine de crédit où je dois aider des jeunes entrepreneurs à avoir des financements pour pouvoir monter leur entreprise ou pour pouvoir assurer la trésorerie de leur entreprise. Et donc, c'est encore dans la même dynamique, mais sous un autre chapitre. Et après cela, j'arrive dans une autre entreprise qui a un cabinet de recrutement où j'occupe le poste de responsable d'une business unit ingénierie que je ne connais pas du tout. Je ne sais absolument pas ce que c'était que ingénierie. Quand on me parle de conducteur de travaux, pour moi, le conducteur de travaux, c'était quelqu'un qui était dans un grenier et tout cela. Mais je ne savais absolument pas. Et quand j'ai commencé à voir les salaires d'un conducteur de travaux, je me dis, attends, je pense que c'est sérieux ce truc-là. D'accord. Et donc, ça me permet de découvrir un autre monde. Mais tout cela se résume à quoi aujourd'hui? Ça se résume à Young Job Network. Parce que toute ma vie a été écrite dans des chapitres où je devais apporter mon aide à certaines personnes. Personne démunie, personne qui veut devenir quelque chose parce qu'il doit monter son entreprise, et des personnes qui veulent changer de travail, par exemple, qui veulent avoir du travail, dans des personnes qui veulent regagner leur dignité, en gros. Et donc, naturellement, tu te dis, ta mission, c'est d'aider les gens à regagner leur dignité, à construire leur dignité, à être des pions ou des piliers pour leur famille, leur communauté et pourquoi pas le monde. Et donc, Young Job Network s'est créé autour de tout cela. Je me suis dit, j'ai connu la galère, j'ai connu le chômage. Et comme moi, des milliers de personnes en Côte d'Ivoire et des millions de jeunes dans le monde arrivent et vivent ce drame-là. Est-ce que ça doit continuer? Tu as deux réponses. Oui, ça doit continuer parce que toi, aujourd'hui, tu arrives à vivre. Non, ça ne doit pas continuer parce que ce que j'ai vécu était pénible. Et donc, il faut que je mette en place quelque chose qui va aider ces jeunes-là à pouvoir mieux se vendre sur la place du travail. Et c'est comme ça que Young Job Network est né. Et donc, aujourd'hui, nous avons formé, nous avons plusieurs activités, des forums, des webinaires, des ateliers de formation. Et nous avons formé, en ce qui concerne les formations grand public et globales, on va dire, plus de 10 000 jeunes. En ce qui concerne les formations à thématiques très précises, nous avons formé 206 jeunes dans 4 pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Burkina Faso. Nous avons aujourd'hui un taux d'insertion de 50% des jeunes que nous avons formés. Nous prévoyons de faire le tour de l'Afrique dans OADA, dans 17 pays de l'Afrique OADA, former ces jeunes-là aux différents métiers actuels et adaptés aux réalités des entreprises, mettre à disposition de ces jeunes-là les outils nécessaires déjà utilisés en entreprise afin de faciliter leur insertion professionnelle. D'accord. Et nous avons plusieurs autres projets sur lesquels nous travaillons dans le seul but de bouter le chômage hors de notre Afrique, mais surtout de construire une réponse plus qu'importante aux problèmes de l'Afrique. C'est ça, en fait, le plus important pour nous. Et nous sommes confortés dans nos actions parce que nous nous rendons compte que le Covid vient confirmer nos craintes. Nous sommes dépendants de tout. Et pour aller au-delà de cela, il faut former des personnes. Et pour former des personnes, les deux secteurs les plus importants de développement pour le développement d'une nation sont l'éducation et la santé. Une fois qu'on aura travaillé et rempli les missions de ces deux secteurs d'activité, nous pouvons parler d'indépendance.
Et une fois que nous sommes indépendants à ce niveau-là, nous pouvons lever le menton, lever les yeux et viser beaucoup plus haut pour voir dans quoi qu'est-ce que nous pouvons produire d'exceptionnel pour être au même niveau, sinon pour exporter vers les autres peuples. Une fois que nous y serons, je pense que le pari de Young Job Network sera réussi. Parce que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de construire une Afrique où, au-delà des matières premières qui sont exportées, l'intelligence est exportée. Et c'est ça le plus important. Parce qu'on peut tout nous enlever, sauf ce que nous avons dans la tête. Exactement. Donc, redis-nous, où on peut retrouver Young Job Network et Continental Bridge? Alors, Young Job Network est situé à Marcory Zone 4, à l'immeuble Continental. Nous y sommes, c'est là le siège de Young Job Network. À Kigali, nous y sommes aussi. On peut nous trouver à Kigali et à Île Maurice. Pouvez-vous trouver aussi sur les différents sites internet, notre site internet www.youngjobnetwork.org. D'accord. Ou sur nos différentes pages des réseaux sociaux. Vous êtes où? Facebook, LinkedIn et YouTube. Facebook, LinkedIn. Et Instagram aussi derrière. Instagram. Okay. C'est cela. Et toi-même, où est-ce qu'on peut te retrouver, Yann Cédric? Alors, Continental Bridge est immatriculé ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui toujours dans le même immeuble, Marcory Zone 4, immeuble Continental. Nous y travaillons et voilà. Et tes réseaux? On peut te contacter sur les réseaux sociaux? Non, non, pas encore. Pas encore sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment un travail, on va dire, c'est vraiment un travail. J'en parle pas très souvent. Continental Bridge, c'est vraiment un travail de réseau. Non, je parle de toi-même. Alors, moi, vous pouvez me trouver sur les réseaux, oui. Vous pouvez me trouver sur Yann Cédric Loré. Loré, c'est Lohore. Vous pouvez me trouver sur Facebook, mais je vous conseille plutôt LinkedIn, c'est plus professionnel. Voilà. Ok, ça marche. Mais écoutez, c'était ce nouvel épisode de l'Espérance Yannick Yao avec Yann Cédric Loré, président de Young Job Network ainsi que de Continental Bridge. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à le contacter parce que je pense qu'on a une bonne discussion là et vous avez vu tout ce qu'on a développé, vous avez vu son point de vue. Donc, commentez, abonnez-vous sur n'importe quelle plateforme sur laquelle vous trouvez, que ce soit YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook ou sur les podcasts. Donc, écoutez, c'était Yannick Yao et je vous dis à très bientôt. Ciao. Hey YouTube, ici Yannick Yao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner en cliquant ici pour recevoir les nouvelles qui seront publiées. Et aussi cliquer ici pour voir l'une des vidéos récentes qui sont assez constructives à mon avis. Allez, à très bientôt.